Ulysse et ses hommes dérivent sur les mers depuis qu'ils ont été chassés par Éole, le maître des vents. Le courage et l'espoir les ont quittés. Ils subissent toujours la fureur du dieu Poséidon, bien décidé à venger son fils, Polyphème le Cyclope, qu'ils ont aveuglé. Pendant qu'Ulysse subit le courroux des dieux, son trône, à Ithaque, reste désespérément vide. Pourtant, la plupart des héros sont rentrés de la guerre de Troie. Du moins, ceux que les combats ont épargnés. Agamemnon, Ménélas, le vieux Nestor. Agamemnon vient d'être assassiné par sa femme, Clytemnestre, et son cousin, Égiste, lors d'un grand banquet, le soir même de son retour. Cette nouvelle a terrifié toute la Grèce, mais elle n'est pas encore parvenue jusqu'à la lointaine île d'Ithaque, jusqu'aux oreilles de celle qui, jour et nuit, prie pour le retour de son mari, Pénélope. Depuis de longues années, Pénélope est sans nouvelles d'Ulysse. Elle sait que la guerre de Troie a duré 10 ans, mais elle sait aussi que des lunes et des lunes se sont écoulées depuis le retour des guerriers et qu'Ulysse est toujours absent. Depuis quelque temps déjà, la rumeur court qu'il est mort, qu'il a péri sur la route du retour, ou qu'une tempête a brisé ses vaisseaux et les a emportés au fond des mers. Pénélope, pourtant, espère encore. Au point qu'elle tient tête à tous ces jeunes gens qui se sont établis depuis peu au palais et entendent l'épouser. On les appelle les prétendants. Ils sont jeunes, tous issus de la noblesse d'Ithaque ou des îles voisines. Ce sont les enfants des fidèles sujets d'Ulysse. Ils paradent dans la cour du palais, jouent, dansent, festoient et lancent des paris sur celui qui, un jour, aura les faveurs de Pénélope. Il faut, disent-ils en chœur, que Pénélope se remarie, pour son bien. Mais leurs bons propos cachent de mauvais desseins. Car si tous brûlent de coucher dans le lit de Pénélope, chacun rêve de posséder le royaume d'Ithaque. Du haut de ses 12 ans, Télémaque l'a bien compris. Le fils qu'Ulysse a laissé à Ithaque dès sa naissance voit chaque jour avec quelle agressive arrogance les prétendants flambent de gras cochons, dépouillent les chèvres, vident les meilleurs vins. Il sait que ces hommes rongent ses biens en attendant qu'un jour leurs épées ruinent son corps. Pour l'heure, il est bien incapable de leur résister. Mais dans quelques années, il aura le courage et la force de les chasser du palais de son père. Pénélope subit chaque jour davantage les assauts des prétendants. Il la presse de décider qui, parmi eux, deviendra son époux. La reine n'ose refuser ses noces. Alors, avec l'aide d'une vieille nourrice, celle qui vit grandir Ulysse et éleva Télémaque, fidèle entre les fidèles, elle imagine un stratagème. Pour égarer les prétendants, elle enflamme chacun et promet à tous. Mais elle exige surtout qu'il lui laisse le temps de tisser un linceul pour le père d'Ulysse, le vieux Laërte, pour le jour où celui-ci rejoindra le royaume des ombres. Laërte est l'ancien roi d'Ithaque. Il y a bien longtemps, las de gouverner, il a cédé son trône à son fils, Ulysse. En son absence, cependant, et à contre-cœur, il a accepté de reprendre les rênes du pouvoir. Mais depuis que la guerre de Troie est finie, il a une nouvelle fois abandonné le trône.
usé par des années d'angoisse et de fatigue, Laërte a perdu tout intérêt pour la vie de palais. Il vit désormais dans une simple hutte. Misérable, loin du monde, il se laisse mourir. Seule Pénélope s'inquiète de son sort, prend soin de lui, qui ne désire qu'une seule chose, rejoindre son fils disparu. On dit Pénélope remarquable dans l'art de tisser. Sa renommée est grande dans toute la Grèce. Alors, montrant le linceul aux motifs compliqués qui représentent des scènes de la vie passée et des exploits des dieux et des demi-dieux, elle déclare à tous les prétendants qu'il serait impie de ne pas doter le vénérable vieillard d'un suaire somptueux, dans l'hypothèse où il viendrait à mourir. Dès qu'elle aura terminé, elle désignera son futur époux, mais pas avant. Rassurés, les prétendants accordent à Pénélope ce qu'elle demande et retournent à leur banquet. Pénélope, elle, regagne sa chambre. Elle s'approche d'une fenêtre et fixe un point invisible. Et si vraiment Ulysse était mort? À peine cette pensée a-t-elle effleuré son esprit qu'elle la chasse. Non, Ulysse va revenir. Ses doigts caressent le linceul et son visage s'éclaire. La solution est entre ses mains. Lentement, elle défait les mailles une à une. Et c'est ainsi que désormais ses jours se passent à tisser l'ample voile et ses nuits à défaire l'ouvrage à la lumière des torches. Éole a peut-être dit vrai. Ulysse est maudit. Depuis qu'ils ont été chassés par le maître des vents qui leur avait offert le moyen de rentrer chez eux, cet outre, renfermant tous les vents de l'univers, le héros aux 1000 ruses et ses hommes affrontent tempête sur tempête. L'île sur laquelle ils viennent de s'échouer une nouvelle fois leur est totalement inconnue. Ulysse scrute longuement le paysage. Devant eux se dresse une épaisse forêt et au sommet d'une colline, une maison en pierre polie. Ils y trouveront peut-être de quoi se ravitailler. Ulysse donne ses ordres. Ils vont se séparer en 2 groupes. Euryloque prendra la tête du premier et partira chercher des vivres dans ce village. Ulysse les attendra sur la plage avec le reste de l'équipage. Mais pour la première fois, Euryloque, le raisonnable Euryloque, s'oppose à son chef. Il n'en est pas question. Depuis qu'ils ont quitté Troie, le malheur s'est abattu sur leur tête. Personne ne sait quelle créature vit là-haut et ce qu'elle pourrait, une fois de plus, leur faire endurer. Polythès, l'autre capitaine d'Ulysse, approuve. Ulysse le sent, la révolte gronde. Dans ce cas, propose-t-il, que l'on tire au sort. Euryloque accepte. Mais le tirage au sort lui est contraire. Résigné,
Il fait signe à Politès et, suivi d'une dizaine de marins, il s'engouffre dans la forêt. Le petit groupe entre dans le village. Il est désert. On n'entend pas un bruit. Politès se dirige vers la maison. C'est une superbe demeure, sans doute celle d'un noble. Mais une meute de loups encercle les marins et rend toute fuite impossible. Les crocs menaçants, les muscles bandés, les loups sont prêts à bondir. C'est alors que se produit un phénomène des plus étranges. Au lieu d'attaquer les hommes, les loups leur font la fête. Ils se montrent tout à coup aussi dociles que les chiens cherchant la caresse de leur maître. Stupéfait, l'équipage n'ose plus faire un pas. C'est Politès qui, prenant son courage à deux mains, retourne vers la porte et cette fois, n'hésite pas à frapper. La femme qui apparaît sur le seuil est la plus belle qu'il ait jamais vue. Sa chevelure brune descend jusqu'à sa taille. Ses yeux en amande dégagent des reflets dorés. Son visage est parfait. Elle se présente. Son nom est Circé. Subjugués, les marins suivent Circé dans sa demeure. Sauf un, Euryloque. Il se cache derrière un arbre. Le souvenir du cyclope est encore frais dans sa mémoire. Et cette femme, si belle soit-elle, ne lui inspire aucune confiance. Il observe la scène. Circé fait asseoir les marins sur de magnifiques sièges ciselés d'or et d'argent. Puis, dans des coupes enchâssées de rubis et d'émeraudes, elle leur sert un vin qu'elle leur présente comme le meilleur de toute la Grèce. Aucun d'entre eux n'imagine le sort qui les attend. Alors qu'ils vident leur coupe, Circé prononce des mots dans une langue que nul ne comprend. Le résultat est aussi inattendu que stupéfiant. Les fiers guerriers, les marins et soldats d'Ulysse ne sont plus des hommes à présent. Ce sont des porcs, des pourceaux. Les voilà qui se tiennent à quatre pattes, remuent la queue, fouillent le sol de leurs groins. Circé, dans un grand éclat de rire, expulse les pourceaux hors de sa demeure. Elle les parque dans un enclos. Puis elle leur jette des glands et des faines, pour le seul plaisir de les voir se disputer la nourriture. Euryloque, tapi derrière son arbre, n'a rien perdu de la scène. Il trouve la force de s'arracher à sa torpeur et, en hâte, retourne au bateau. En larmes, encore plein de stupeur, il fait à Ulysse le récit des événements. Circé. Ulysse connaît ce nom. Sur Circé courent 1000 légendes, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. On dit que même les dieux redoutent les pouvoirs de Circé, la fille du soleil, la magicienne impitoyable. Jadis, Circé transforma une nymphe, la belle Scylla, en monstre marin.
Elle sauva sa nièce Médée, qui avait assassiné et démembré son propre frère, et qui fut condamnée à mort par Zeus. Seule Circé détenait le pouvoir de la purifier pour lui permettre d'échapper à ce destin fatal. Les mots d'Éole résonnent une fois encore dans la tête d'Ulysse. Maudit. Ulysse repousse l'effroi que Circé lui inspire. Il demande à Euryloque de le guider. Mais son compagnon s'y oppose fermement. Il n'est pas question pour lui de retourner dans la demeure de cette sorcière. Euryloque supplie Ulysse de fuir avec lui, de quitter cette île maudite. Mais le roi d'Ithaque n'hésite pas. Ses compagnons ont besoin de lui. Athéna s'acharne à protéger Ulysse depuis qu'il a quitté Troie. Mais Zeus lui a expressément interdit d'agir. Et il la surveille. Elle décide alors de demander à Hermès de voler au plus vite au secours d'Ulysse. Hermès est le dernier-né des dieux de l'Olympe. Zeus, son père, l'a chargé d'être une sorte d'agent de liaison entre les dieux et les hommes. Il est aussi le dieu qui veille sur les voyageurs, sur tous ceux qui sont jetés sur les routes du vaste monde. Et c'est pour cette raison qu'Athéna s'adresse à lui. Peut-être aussi parce que la déesse sait qu'Hermès aime jouer des tours, taquiner les hommes et les dieux, brouiller les pistes. Elle sait qu'Hermès tient la ruse et la supercherie en haute estime. Peut-être sera-t-il sensible à ce qu'elle va lui demander, en faveur d'un homme presque aussi rusé que lui. Hermès n'est pas dupe et comprend qu'Athéna lui confie cette mission en espérant que le roi des dieux n'aura jamais vent de l'histoire. Mais il s'interroge. Il sait que l'Olympe est divisé, prêt à imploser si les querelles entre divinités persistent. Pourquoi aiderait-il Ulysse? Pourquoi aiderait-il Athéna, dont on sait bien qu'elle ne rêve que de s'opposer à Poséidon? Athéna rassure Hermès. L'enjeu dépasse largement les querelles qui opposent la déesse de la raison au dieu des mers. Zeus, le maître de l'Olympe, a prononcé une sentence qui épargne la vie d'Ulysse. Qu'il souffre 1000 maux, a-t-il dit, mais qu'il ne perde pas la vie. Or, si Ulysse se rend seul au palais de Circé, il n'a aucune chance de revenir vivant. Ulysse arrive en vue de la demeure de Circé. Soudain, un jeune homme apparaît devant lui. C'est un berger sans doute, un pâtre. D'une voix douce, il le met en garde. Lui aussi connaît bien Circé. Elle est redoutable. Mais il existe un moyen sûr de la vaincre. Sans attendre, il décroche la bourse de sa ceinture et la tend à Ulysse. Elle contient une herbe composée de racines noires et de fleurs blanches. Il suffit qu'Ulysse l'absorbe et elle le protégera. Lorsque Circé lui offrira à boire, qu'il accepte sans crainte. Grâce à cette herbe, le philtre de la magicienne n'aura aucun effet sur lui.
au moment où Circé le frappera de sa baguette magique, qu'il dégaine son épée et se précipite sur elle, comme s'il était décidé à la tuer. Elle sera à la fois effrayée et subjuguée, et elle se pliera à toutes ses volontés, alors qu'il la fasse jurer sur les dieux de ne pas le tuer et de libérer tous ses compagnons. Ulysse écoute attentivement. Que ce jeune berger dise vrai ou non, il n'a rien à perdre. Circé est là, majestueuse. Elle invite Ulysse à prendre place sur l'un des sièges. Ulysse, fasciné, accepte. Elle lui sert le funeste breuvage. Ulysse hésite. Un bref instant, il se demande si le berger lui a bien dit la vérité. Et puis, il se lance. Il vide sa coupe. Circé soulève alors sa baguette, prête à frapper. Mais elle se fige aussitôt. Ulysse est debout, l'épée à la main, et menace de la pourfendre. Circé le dévisage comme on dévisage une créature d'un autre monde. Jamais aucun mortel n'avait résisté à son philtre. Elle le scrute. Ce visage, ces traits, elle les reconnaît. C'est Ulysse, le roi d'Ithaque, le héros de la guerre de Troie. Si de nombreuses légendes circulent sur Circé, de grands récits célèbrent les exploits d'Ulysse. Elle savait qu'Ulysse viendrait ici un jour. Les dieux, jadis, le lui avaient prédit. Bouleversée, Circé se prosterne devant Ulysse. Elle lui jure qu'elle ne lui fera aucun mal. Elle fera tout ce qu'il voudra pour peu qu'il lui accorde une nuit, une seule nuit. Ulysse y consent, mais à deux conditions. Que Circé jure par le serment des dieux qu'elle n'attentera pas à sa vie et qu'elle rende à ses infortunés compagnons leur apparence, puis les libère. Circé prête serment. Elle ouvre les portes de l'enclos où sont parqués Polythès et ses marins, puis verse sur chacun d'entre eux une poudre magique. Aussitôt, ils recouvrent leur apparence humaine. Circé implore leur pardon et les invite à demeurer chez elle, en son palais, autant de temps qu'il leur plaira. Elle leur servira les mets les plus délicieux, les vins les plus doux, et ses servantes obéiront à leurs moindres désirs. Ulysse ordonne alors à Polythès de se rendre au navire et de ramener Euryloque ainsi que le reste de l'équipage. Après avoir enduré tant d'épreuves sur la mer hostile, une terre leur offre enfin l'hospitalité. Tous doivent être réunis. Une nuit, une seule, a promis Ulysse. À moins qu'il n'oublie pour un temps qu'il lui faudra rentrer chez lui.